m'entend? Oui, c'est bon, merci. Bienvenue à ma conf que j'ai appelée IA 404 Explication Not Found. Aujourd'hui, je vais vous parler d'IA. Je vais vous parler d'IA explicable. Et avant, deux petits disclaimers assez utiles, je pense. J'ai une petite toux, alors c'est un peu nul comme disclaimer, mais c'est juste si je me mets à tousser, c'est pas grave, j'ai pas prévu de mourir sur scène aujourd'hui, vous inquiétez pas. Donc vous pouvez crier des trucs sur l'IA, applaudir, enfin bref, vous gérez. Et le temps que je boive et que je reprenne ma voix. Le deuxième, c'est que c'est la première fois que je donne cette conf en public, et c'est même la première fois que je donne une conf. J'avais déjà fait des Code Labs. Donc n'hésitez pas à me faire plein de petits retours dans l'open feedback à la fin, ça m'aidera beaucoup, beaucoup, vous imaginez même pas. Donc, let's go. Alors moi, c'est Cécile, merci Célia, je suis data scientist depuis 4 ans chez OnePoint. Et juste à main levée dans la salle, est-ce qu'il y a des data scientists, ingénieurs en IA, assimilés, soyez pas timides. À peu près, data engineer. Ok. Pour info, cette conf, elle est en intermédiaire en IA, mais selon le public, en fait, je vais redire des définitions et je vais faire du top to bottom. En gros, je vais faire la big picture et je vais redescendre dans des trucs un petit peu plus détaillés. Donc, si vous êtes un peu perdu, les étapes d'après, je réexplique, donc vous inquiétez pas. Je voulais parler du métier de data scientist. En fait, data scientist, c'est on manipule des IA, on met en place des IA pour nos clients. Et en fait, c'est un métier, enfin, on pourrait penser que depuis les IA génératives, depuis l'arrivée de ChatGPT en décembre 2022, que c'est un métier qui nous demande, enfin, qui nous a amené une vague de pression supplémentaire. En tout cas, on a dû faire face à une dette technique, enfin, pardon, on a dû faire beaucoup plus de veille technologique. Mais ça a toujours été notre métier. Donc ça, c'est nous, à peu près. Et du coup, il y a eu l'arrivée de ces IA génératives. Donc c'est vrai qu'on a dû avoir des clients qui, des fois, on était en atelier et nous disaient « Qu'est-ce que vous en pensez de ce réseau qui est sorti la veille? C'est quoi ses contraintes, ses limites ?» Voilà, on a eu des situations comme ça, en fait, parce que les gens, le public, a commencé à s'intéresser à l'IA. Mais en fait, nous, ça fait depuis pas mal de temps que en fait, on étudie l'IA. Et pour nous aussi, l'IA, ça va vite. Mais même avant de ChatGPT, ça allait très vite. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on recherchait dans des papiers scientifiques, dans des articles Medium, par exemple. Et on faisait notre veille techno comme ça. C'est une très grosse partie de notre travail, la veille techno, quand on fait de l'IA. Donc ça allait toujours vite pour nous. En fait, ça allait tellement vite que je me rappelle en cours, ça ressemblait exactement à ça, sans le robot, que en fait, nos profs, ils nous disaient, écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, et peut-être dans un mois, on pourra. Et en fait, la limite entre le possible et l'impossible, en IA, ça bougeait tous les mois. Et ça, c'était assez impressionnant quand on est élève de se rendre compte de ça. Mais surtout, à l'époque, je me rappelle, c'était, bon, on a des modèles qui sont assez complexes, on ne comprend pas tout. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça reste dans le domaine de la recherche, les clients, ils n'utilisent pas ça. Ouais. Du coup, maintenant, je me suis dit, en fait, maintenant, on utilise des modèles ultra complexes, qui sont plus dans le monde de la recherche, parce qu'il y a nos clients qui les utilisent, mais est-ce qu'on ne comprend toujours pas tout? Donc, je me suis imaginé dans 10 ans, moi j'ai un projet, j'aimerais acheter une maison, et je me dis, dans 10 ans, les taux, ils auront enfin baissé, peut-être, je sais pas. Et donc, du coup, dans 10 ans, je me suis imaginé un futur où l'IA, elle, prend beaucoup de décisions. Donc là, ma banque, je lui ai demandé un crédit, et en 2 secondes, je vais avoir une réponse. Donc je demande un crédit à ma banque, je leur dis bon, est-ce que je peux avoir un crédit pour tant? Et de toute façon, ils ont toutes mes données, voilà, comme d'habitude. Et du coup, ils vont me répondre direct, du tac au tac. Non. Ouais. Ils vont me dire non, votre demande de crédit n'a pas été acceptée. Et là, je ne comprends pas, j'ai un bon salaire, dans 10 ans en tout cas j'aurai un bon salaire peut-être, et du coup je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai beaucoup d'économies, pourquoi j'ai juste une réponse? Et je vois, sous le contrat il y a un petit « en savoir plus ». Je suis nickel, je vais en savoir plus. Ouais non. En fait, est-ce que vraiment c'est ça ce qui nous attend dans 10 ans? C'est ce que je me suis demandé. Je me suis demandé si on n'aurait pas en fait une page not found, et on n'aura pas d'explication sur la décision d'une IA. Et c'est pour ça que j'ai fait ce talk, pour savoir si est-ce que c'est ça qui nous attend ou est-ce qu'il y aura d'autres alternatives sur le chemin.
Du coup, des petits rappels, ça ne va pas nous faire de mal et en tout cas, ça va permettre à tout le monde de se mettre dans le bain. Et je vais expliquer des concepts, écoutez bien ici. Déjà, c'est quoi l'IA? Parce qu'il y a l'IA explicable, mais il y a l'IA avant. Ça, c'est la définition Robert. Je vous laisse une seconde pour le lire. 2 secondes, 3 secondes. Ça, c'est ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Mon résumé, c'est ensemble d'algos qui imitent la prise de décision humaine. Voilà. Ça, c'est la définition de l'IA. Ça veut dire quoi? Alors moi, je suis un petit peu une matheuse. J'ai fait une école d'ingé en maths. Et j'aime bien voir sous le prisme des maths. Et cet exemple de crédit immobilier, il va nous suivre tout au long de la presse. L'IA en un exemple, c'est Jean. Lui, c'est un banquier. Ça fait depuis 20 ans qu'il donne des crédits à la banque. Jean, c'est un mec simple. Il attribue les crédits que selon une variable, le revenu du foyer. Et on va modéliser que Jean, c'est tellement un mec simple qu'il va suivre une régression linéaire. C'est-à-dire, il a le revenu du foyer, il attribue un score de prêt, et là, il va dire oui ou non, est-ce que j'attribue le prêt? Donc en fait, si on modélise le comportement de Jean, donc comment il attribue ses prêts, ça serait ça. On aurait le score du prêt, c'est en fonction du revenu, et on a un coefficient directeur d'une droite, donc A, et un biais, B. Donc du coup, ça serait modélisé par cette équation. Et pour pouvoir modéliser ça, on a besoin de A et de B. Comme ça, pour tout revenu en entrée, on pourrait modéliser le score d'un prêt. Pour obtenir ça, il faut juste savoir comment Jean il a attribué des prêts avant. Donc si on a 2 inconnus, il nous faut 2 équations. Donc il nous faut de la data. Et du coup, on sait que Jean, sur 2 prêts passés, donc un prêt à 20 000 € de revenus du foyer annuel, il a mis un score de 30. Et sur un prêt à 40 000, il a mis un score de 70. Là, si on veut faire en mode humain, alors je dis ça pas parce que je suis un alien, c'est parce qu'après on va voir la version IA, c'est on trace une droite, tout simplement, avec ces 2 données. Hop, voilà. Donc là, on a modélisé l'attribution des prêts selon Jean, en fonction de 2 données passées, et du coup, on peut intuiter l'équation de la droite. Donc nous, on trouvera, juste avec 2 données, en traçant ou en résolvant l'équation sur papier, que ces 2 coefficients-là. Donc ça, c'est ce que nous, on peut faire. C'est-à-dire qu'on a déduit le comportement de Jean en fonction déjà de contraintes à la base, mais surtout avec des données passées. L'IA, comment elle va faire ça, du coup? Bon, on repart du même principe. On a cette équation, score de prêt, c'est le revenu, avec 2 inconnus. Comment l'IA, elle va réussir à trouver A et B? Ça, c'est la modélisation exacte de ça en IA. Ça, c'est un neurone. Et ça prend en entrée le revenu, avec un poids A, et une constante avec un point B. Et ça va faire la somme de toutes ces entrées, et ça va nous donner A fois revenu plus B. Du coup, c'est un peu ce qu'on cherche, c'est le score du prêt, c'est vraiment l'égalité entre les deux. Donc, nous, on va créer un petit algo d'IA qui ressemble à ça. Et donc ça, c'est la version IA de notre équation. Et comment là, l'IA va faire pour trouver A et B? Elle a besoin de données, elle aussi, parce qu'il faut savoir comment il a attribué ses prêts avant. Pareil, les mêmes données. Et là, du coup, elle ne va pas tracer une droite, l'IA, avec son petit réseau de neurones. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va un peu, je sais, c'est un peu bizarre à dire, jouer au juste prix avec A et B. On va lui faire un premier passage, on va lui dire 20 000 € de revenus du foyer, ça fait combien en score de prêt? Il va dire, je sais pas, 1 égale A, B égale 2, et après il va dire, bon, ça fait 10, non, ça fait 30. Hop, et là il recommence. Et en fait, il va baisser A et B, augmenter A et B, juste pour minimiser l'erreur entre ce qu'il a prédit, le score de prêt, et la vérité. Et le but aussi, c'est pas qu'il apprenne par cœur, c'est pas qu'il nous dise par cœur, si on lui dit 20, il nous dit 30 par cœur, c'est qu'il ait trouvé le motif derrière, donc A et B. Donc du coup, peut-être qu'il ne trouvera pas exactement la bonne chose, parce qu'en IA, c'est pas très bon quand il trouve exactement ce qu'on lui demande, parce que ça veut dire qu'il a un peu appris par cœur, même si là, c'est quand même très très proche, et il trouvera peut-être à peu près ça. Donc là, je vous ai montré comment, pour un modèle simple, il y a la version humaine, et il y a la version comment l'IA, elle fonctionne, vraiment une IA très très simple, donc juste un neurone. Ensuite, du coup, c'est quoi l'IA explicable maintenant? L'IA explicable,
le terme en abréviation, c'est XAI, très dur à dire, c'est Explainable AI en anglais. C'est l'ensemble de processus et de méthodes qui permettent aux utilisateurs humains de comprendre et de faire confiance aux résultats, créés par des algorithmes de machine learning. Donc, un exemple, c'est beaucoup plus parlant, en fait. L'XAI, ça nous permet de comprendre pourquoi on a pris cette décision en IA. Je reprends mon prêt. Dans le XAI, on a deux notions qui sont très importantes, parce qu'en anglais, c'est Explainable AI, mais en français, en fait, il y a l'explicabilité et l'interprétabilité. Du coup, l'interprétabilité, c'est qu'est-ce que le modèle il a fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du modèle, c'est quoi les valeurs de A, de B, les relations entre les entrées et les sorties, et l'explicabilité, pourquoi le modèle il a pris cette décision. Ben, si on prend notre exemple, ça, c'est l'interprétabilité, c'est l'intérieur du modèle, c'est vraiment pour un public techniquement averti. Par exemple, j'ai dit que si le score était supérieur à 40, on attribuait le prêt, s'il était inférieur, c'était KO. Et ça serait l'explicabilité. Du coup, en fait, l'explicabilité, c'est plus pour un public qui utilise l'IA, mais qui n'a pas besoin d'être averti techniquement. J'ai juste besoin de savoir qu'est-ce que j'ai en entrée, j'ai eu quoi comme score de prêt, et à partir de quel seuil j'ai eu mon prêt, par exemple. Et en fait, pourquoi l'XAI, c'est important? Parce que ça enlève cet effet boîte noire sur le modèle. Et d'ailleurs, là, j'ai été gentil quand j'ai mis la boîte noire, parce que j'ai même mis en avant qu'on ne prenait que le revenu. Mais des fois, quand vous faites votre demande de crédit, ou quand vous faites d'autres demandes, vous donnez plein de données en entrée, et vous ne savez même pas qu'est-ce qui a vraiment été utilisé pour le modèle. Donc ça se trouve, vous ne savez même pas ce qui est donné en entrée, en fait, au modèle. Donc là, j'ai été gentil, je me suis dit, OK, on sait ce qu'on donne en entrée, mais c'est l'IA explicable, c'est pour enlever cet effet vraiment boîte noire. Bon, en image, c'est aussi plus sympa. J'ai mis un exemple d'image avec un chat. Donc c'est une IA qui prédit la classe d'une image. Donc ici, un chat. Sans IA explicable, vous n'avez que l'image de gauche. Donc vous avez l'image d'un chat, on vous dit, c'est un chat. Okay. Et à droite, vous avez l'explication. En gros, tous les pixels qui sont en rouge sur l'image, c'est ce qui lui a permis, c'est les pixels qui lui ont permis de dire que c'était un chat. Si je vous demande de dessiner un chat vite fait sur une feuille, vous allez faire des oreilles pointues, un rond, peut-être un museau, des moustaches. En fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit qu'il y a des débuts d'oreilles et il a vraiment focalisé sur un museau, peut-être un peu de moustache. En fait, il a un peu comme dessiné un chat. Et pour lui, quels sont les traits les plus importants pour un chat? Ce qui est pas mal, en fait, aussi sur une image, c'est qu'on peut voir s'il y a des problèmes. Donc ici, c'est un cheval. Et il a vu que c'était un cheval, mais pas grâce au cheval, grâce au copyright sous l'image, parce que c'était le copyright d'une écurie. Donc ce qui serait dommage, parce que si le même photographe il prend en photo un cavalier, ça sera marqué cheval. Donc du coup, c'est compliqué. Et en fait, ça, du coup, le XAI, ça peut nous montrer qu'il y a des biais, et que ça se trouve, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses que son utilisation de base. C'est plutôt intéressant. Du coup, c'est quoi les enjeux? À part pour voir si c'est un chat ou un cheval, il y en a plein dans l'IA explicable. Tout d'abord, le XAI, il y a des enjeux éthiques. Bon, après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer quand on ne sait pas ce qui se passe quand on met en place des algos, qui est de l'IA ou pas? Je vous laisse lire, c'est marrant. En vrai, l'IA explicable, ça permet de mettre de la transparence dans les algorithmes. Il faut savoir que... Alors, j'ai mis transparence nécessaire même sans IA. Il faut savoir que quand on traite des données personnelles, elle est obligatoire. Il y a une obligation légale depuis l'AI Act. Donc, faire un pas vers mettre en place de l'IA explicable, c'est faire un pas vers une IA transparente. On sait ce qui se passe, ce qu'on gère, les décisions qu'on prend et pourquoi on les prend. Il y a aussi une égalité de traitement de tous les acteurs. Clairement, si on ne sait pas les données qu'on donne en entrée, ça se trouve, si on utilise des données qui ne sont pas faites pour être données en entrée, vous n'êtes pas traité pareil que si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes une personne racisée ou non. Donc c'est des choses que on pourrait éviter en fait, en mettant en place ça. Et l'autre truc, c'est que ça permet de faire respecter le principe de vigilance et de loyauté de l'algorithme. Donc ça, c'est le CNIL qui définit ça. Le principe de vigilance, c'est
peut-être c'est un principe que vous avez déjà quand vous utilisez les IA, c'est plus, vous savez que l'IA, elle peut halluciner, elle peut dire des trucs bizarres. Il n'y a pas tout le monde qui a ces principes déjà, et il faut s'en assurer que les gens qui utilisent l'IA, ils sont avertis. Et le principe de loyauté, c'est un peu comme le deuxième principe, c'est on s'assure de l'égalité de traitement de tout le monde, et que ça porte préjudice, ça porte pas préjudice à ses utilisateurs. Si vous avez utilisé l'IA pour poser une question, c'est pas censé remonter dans d'autres logiciels pour après vous punir, quoi. Donc c'est ça les enjeux. Ensuite, on a les enjeux stratégiques, parce que clairement, s'il n'y avait que éthique, personne n'en ferait. Voilà. Les enjeux stratégiques, c'est quoi? L'IA explicable, c'est marrant, mais ça aide pour pas mal de trucs. En fait, on se rend surtout compte de quel est le problème quand il n'y a pas d'IA explicable. Nous, ce qu'on a avec des projets clients, c'est que des fois, il y a une difficulté d'adoption de l'IA parce qu'il y a une méfiance un petit peu. Et c'est ce qui est arrivé en 2011 dans un hôpital où ils ont mis en place l'IBM Watson. C'est une IA qui permet de détecter des tumeurs sur des images. Et donc, cette IA, elle était trop cool, mais elle a été totalement refusée, en fait. En gros, les médecins, ils n'ont pas eu confiance dans la prise de décision de l'IA. C'est un peu comme si je vous disais, avant, j'avais un interne qui me disait ici, il y a une tumeur, qui me l'a détourée et puis qui m'expliquait. Et maintenant, ils avaient comme un interne bis qui leur disait, il y a une tumeur. Et on demandait, c'est où? Ils disaient, il y a une tumeur. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi même vous auriez eu du mal à accepter cette IA aussi bien qu'elle soit. Donc, ça permet une meilleure adoption des utilisateurs, cette IA, enfin l'IA explicable, pardon. Ensuite, l'IA explicable, ça permet aussi de mieux comprendre l'architecture de son modèle. Je ne sais pas si vous connaissez Mistral AI, qui est une boîte qui fait des modèles, des LLM assez poussés. Eux, ils connaissent, ils ont une énorme maîtrise de l'intérieur de leur modèle. Du coup, ça veut dire quoi? Ils font des modèles compacts, qui vont vite et qui sont équivalents à des gros modèles qui sont longs à entraîner. Du coup, ils peuvent proposer des tarifs plus attractifs, et du coup, ils ont tout gagné. Donc, en fait, comprendre l'architecture, c'est économiser des coûts de maintenance, de traitement pour les clients. Donc, c'est aussi pas mal de voir qu'on utilise des choses inutiles, qu'on utilise peut-être un bazooka pour tuer une mouche, enfin, ce genre de choses. Et enfin, pouvoir expliquer, c'est aussi avoir un avantage sur ses concurrents. Il faut savoir que l'IBM Watson, 3 ans après, elle a gagné un concours donc, au Japon, où en gros, elle détectait des leucémies en 10 minutes, à la place de 2 semaines par patient. Donc, elle n'était pas... elle était bien. Et du coup, ça montre... Excusez-moi. Ça montre que pouvoir expliquer, c'est avoir un avantage sur ses concurrents avec le même produit. Excusez-moi. Ensuite, il y a des enjeux techniques dans l'IA. Je vous l'ai montré avec cette image. Il y a... pardon. Merci. Il ne faut pas commencer à tousser vous aussi, sinon on va y arriver. Excusez-moi. Du coup, on peut l'utiliser pour le debug, mais aussi pour maîtriser les données utilisées en entrée. C'est-à-dire, comme je vous l'ai parlé avec le crédit immobilier, il y a eu aux États-Unis, ils se sont rendus compte qu'une IA, elle utilisait les identifiants dans la base de données de l'hôpital pour prédire une pathologie. On n'a pas besoin d'identifiants qui sont aléatoires pour ce genre de choses, en fait. Donc, en fait, quand on utilise des données inutiles, là, ça va nous permettre de voir le copyright, on ne devait pas l'utiliser, les identifiants, on ne devait pas les utiliser non plus. Ensuite, j'en ai parlé avant, baisser la complexité du modèle, ça permet plus de maintenabilité, plus de maîtrise dans notre modèle.
Bon, maintenant qu'on a vu que c'était important, moi je voulais vous expliquer comment on mettait en place l'IA explicable. Bon, déjà, il y a plusieurs méthodes dans l'IA explicable. Il y a un périmètre et il y a des dépendances. Donc ce qu'on appelle périmètre, c'est on peut avoir une explication globale. Pour le modèle en entier, on a une explication. Pour toutes les prédictions, on aura une explication à fournir, ou explication locale, c'est-à-dire, pour chaque individu, on va fournir une explication à la prédiction. On va dire, on a prédit cette maladie pour cette personne parce que... Donc ça, c'est l'un ou l'autre. Et pareil pour la dépendance. Du coup, soit la méthode d'IA explicable, elle est agnostique au modèle, c'est-à-dire elle est applicable pour tout type de modèle, ou elle est spécifique au modèle, l'inverse. Du coup, je voulais vous présenter une méthode locale qui s'appelle Lime. Donc, je vous présente des méthodes super connues. Elle date de 2016. C'est une méthode locale et agnostique au modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'importe le modèle en entrée, elle va pouvoir fournir une explication. Par contre, c'est que pour une prédiction donnée, elle va pouvoir donner l'explication pourquoi le modèle a pris cette décision. Mais comment elle fait si elle ne connaît pas le modèle en entrée pour expliquer comment il a pris le résultat? Je vais vous montrer. Bon, là, on a un modèle, on ne sait pas ce que c'est, modèle boîte noire. Et ce qu'on veut là, c'est vraiment montrer de l'explicabilité, donc pas ce qui se passe dans le modèle, mais ce qui se passe après, et expliquer pourquoi on a pris cette décision. Et ce modèle, on sait juste qu'il nous donne la maladie et les symptômes. C'est-à-dire, on lui a donné en entrée des symptômes, et il nous a dit, bah, c'est la grippe, flou. Sans IA explicable, le médecin il reçoit directement ça, et il prend sa décision. Avec de l'IA explicable, on a cette petite loupe là, explanation, où il nous dit, bah écoute, en fait, sneeze et headache, donc nez qui coule et mal à la tête, c'est ce qui a favorisé, enfin c'est ce qui a pesé pour la prise de décision vers grippe. Par contre, le fait qu'il n'était pas fatigué, bah ça a plutôt pesé contre la prédiction grippe. Il va juste te dire ça, et là il va dire, bah maintenant c'est toi qui prends la décision, parce que c'est pas l'IA qui prend les décisions. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est que ça ne requiert pas d'informations sur le modèle de base. Ça marche avec tout type de données, tabulaire, images, texte. Par contre, c'est instable. Des données qui sont proches peuvent avoir des résultats différents. Bon, là, ça paraît magique, clairement. Comment ça marche? En gros, imaginez que ça, c'est mon modèle, le modèle global, qui sépare deux classes, les rouges et les bleus. Si on voit la big picture, on pourrait en fait tracer, on a tracé des clusters, enfin les zones qui correspondraient à la zone rouge et la zone bleue. Et en fait, ce qu'on fait, c'est comme on a une explication locale, on va se focaliser sur cet individu, la personne qui a tous les symptômes. Et on va zoomer, un peu comme zoomer. Donc lui, Lime, c'est un white box model, donc c'est un modèle transparent, simple. Il va prendre cette prédiction, simuler des prédictions autour et voir dans quelle classe il est, rouge ou bleu, en utilisant le modèle. Et là, en fait, lui, il va construire une régression linéaire sur le tout petit ensemble auquel il a fait des prédictions. Donc en fait, il va créer un modèle local, sauf qu'une régression linéaire, c'est assez simple à expliquer comme modèle. Et du coup, il va servir de ça pour dire, bah, en fait, entre cet individu-là et cet individu-là, bah, c'est ça qui a pesé dans la balance. Donc c'est sûrement grâce à ce symptôme qu'il a pu se différencier à ce moment donné-là. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici. Il sélectionne l'individu cible, il génère de nouvelles données dans un voisinage, puis il entraîne un modèle white box, donc c'est le contraire de black box, transparent, pour avoir les mêmes résultats. Un autre exemple avec SHAP, donc ça se dit SHAP, hein, pas Shape. Pareil, c'est un modèle local qui est agnostique au modèle. C'est un peu une évolution de Lime. Lui, il va fonctionner avec ce qu'on appelle les valeurs de Shapley. En gros, sur cette image, c'est un petit peu comme le chat que je vous ai montré tout à l'heure. On va regarder les pixels qui ont permis de prédire la classe Egyptian Cat, donc chat égyptien, et ceux qui ont empêché de prédire cette classe. Donc par exemple, on voit qu'il a prédit que c'était un chat égyptien, parce qu'il a regardé museau, oreille, donc ça peut être chat.
le pelage peut-être pour la race, et après on voit que l'arbre est dehors, c'est ce qui a pesé contre pour la prédiction d'un chat. En fait, peut-être qu'on pourrait intuiter que dans son algo, bah, il a souvent l'habitude de voir des chiens dehors et des chats en intérieur. Donc du coup, quand il a vu dehors, il s'est dit chat ou chien? Et en fait, bah, du coup, tous les autres pixels lui ont permis de dire bah non, c'est un chat en fait. Donc c'était un peu sa première intuition. Donc en fait, il va construire des zones qui vont lui permettre de décider, enfin de nous expliquer en tout cas pourquoi il a pris cette décision. Et c'est logique en fait, quand on regarde comme ça, on fait bah oui, c'est un chat. Mais sans ça, en fait, on se dit qui le dit? Enfin, même si nous, on peut le voir en fait. Chapelet, par rapport à Lime, bah, il y a une stabilité des calculs pour des zones qui sont proches. Donc ça, c'est cool. Ça marche aussi avec tout type de données. Bah, évidemment, il y a un contre, sinon ça serait la méthode ultime. Le temps de calcul est plus important parce que bah, là, imaginez, pour chaque pixel, on va devoir calculer la valeur de Chapelet. Donc c'est un modèle mathématique, je n'ai pas voulu vous tuer en vous mettant la formule. Du coup, et ça, bah, ça prend beaucoup de temps de calcul. Et on n'a pas envie, déjà, quand on a un réseau de neurones, de rajouter un énorme truc par-dessus qui fait plein de calculs. Donc c'est pour ça que ça demande à être amélioré. Comment ça marche? Alors, je vous ai donné un exemple et je ne veux pas faire pixel par pixel, sinon j'aurais besoin de 10 bouteilles d'eau supplémentaires. Je vais juste vous montrer une image avec un chien dans une couverture, je ne sais pas si vous voyez. Très étrange comme chien dans une couverture, ça fait un peu E.T. d'ailleurs. En gros, je ne vais pas prendre des pixels, je vais prendre des super pixels, et donc qui sont un ensemble de plein de pixels, des zones. Et ce qu'il va faire, Chap, c'est qu'il va trouver la classe gagnante. Donc on a 3 classes, le fond, la forêt, la classe couverture et la classe chien. Enfin, c'est ce que nous, on voit, en tout cas. Lui, il ne sait pas. Et en fait, lui, ce qu'il doit prédire, c'est chien. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever une classe et il va voir s'il arrive toujours à prédire chien ou pas. Il va enlever, par exemple, la classe 1, le fond, et on va dire, c'est un chien ou pas? Couverture plus chien. Oui, il va dire, oui, c'est toujours un chien. Puis on va enlever le fond, la couverture. Il prédit toujours que c'est un chien. Puis on va enlever le chien, la couverture. Ah, il prédit plus que c'est un chien. OK, donc ça veut dire que l'info importante, elle était dans ces 2 classes. Mais en fait, il va juste par élimination, juste attendre qu'il n'arrive plus à prédire la bonne classe. Du coup, c'est comme ça qu'il fonctionne Chap. Je vous l'ai montré avec une image parce que c'est beaucoup plus simple, sinon avec des maths et du texte, c'est un peu plus compliqué. Mais il va chercher la prédiction gagnante et voir quelle zone a fait la prédiction gagnante. Et donc là, pour des superpixels, bah, c'est des zones entières, on dit c'est facile. Mais pour des pixels, si on enlève un pixel et il ne peut plus prédire chat, bah, c'est peut-être que ce pixel était super important en fait. Bon, du coup, on a des méthodes, je vous ai parlé de méthodes locales qui expliquent pour un individu, qui sont agnostiques, donc c'est déjà pas mal. Bon, le Saint Graal, ce qu'on aimerait vraiment, bah, c'est quelque chose qui explique tout un modèle, pas que pour un individu, et en plus qui soit indépendant du modèle. Ça serait le feu, quoi. On pourrait l'utiliser partout. Ouais, c'est un peu chaud quand même, en vrai, il faut se calmer. Du coup, j'en ai trouvé une, et je vais vous expliquer du coup ces contraintes. Ça s'appelle PDP, pour Partial Dependence Plot. Du coup, elle est assez vieille. Qu'est-ce que ça fait, cette méthode, visuellement? Parce qu'elle est complexe. En gros, là, c'est un graphique sur la location de vélos. Donc vous voyez, en fonction de la température et de l'humidité. Juste les 2 graphiques à gauche, enfin celui au milieu à gauche, on voit l'évolution de la location de vélos en fonction de la température et en fonction de l'humidité. Plus il fait beau, plus les gens louent des vélos, plus il fait humide, moins les gens louent des vélos. Jusque-là, tout va bien. En fait, PDP, ça va faire une visualisation. Ça marche aussi beaucoup sur la visualisation, l'IA explicable, de comment ces 2 variables coévoluent entre elles. Et donc là, vous voyez, ça fait un peu comme, je sais pas, pour certains qui font de la randonnée, ça fait un peu comme des zones. Et vous voyez, en fait, on voit évoluer la température et l'humidité, donc ces 2 variables, et en fait, on voit évoluer la location de vélo en fonction de ces 2 variables. Et on se dit, ah ouais, en fait, ils ont un sens entre elles, en fait. En fait, là, je n'ai pas juste tracé l'un versus l'autre. En fait, on a calculé des valeurs de dépendance, en fait, du coup. C'est une méthode globale qui est agnostique au modèle. Ça s'adapte à une grosse volumétrie de données, donc contrairement à Chap. Par contre, ça fonctionne avec des données numériques et peu de caractéristiques, donc c'est-à-dire peu de variables. Là, c'est en 2D, en 3D, OK. En 4D, si vous arrivez à voir, vous m'appelez. C'est un petit peu plus compliqué, du coup. Mais du coup, plus on augmente le nombre de variables, plus c'est compliqué à voir. Donc en fait, là, c'est un peu plus difficile d'avoir des méthodes globales, parce que est-ce que nous, on risque de ne plus pouvoir comprendre ce qu'on essaye de montrer avec de l'IA explicable? Du coup, ça ne correspond plus au but de l'IA explicable.
Du coup, je me suis intéressée au deep learning, parce que je vous montrais des méthodes un peu vieilles, on s'est vu en IA quand même 2016, et du coup je me suis dit, est-ce qu'il en existe côté deep? Donc le deep learning, il faut savoir, je vous ai un peu menti en vous montrant juste un neurone, pour ceux qui n'étaient pas trop avertis, en vous disant que c'était ça l'IA, c'est faux, c'est horrible en vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau neuronal, c'est utilisé pour des images, donc ça s'appelle un Convolutional Neuronal Network. En gros, on va appliquer des filtres, et vous voyez un point bleu, en fait, c'est un neurone, et ils sont interconnectés entre eux, donc c'est plein de neurones, et ça, c'est un réseau de neurones. Donc ça, on l'utilise pour les images, et ça, on l'utilise pour le texte. C'est un transformer, donc c'est utilisé dans les GPT. Donc du coup, ça, ces deux choses ensemble, c'est ça, le deep learning, c'est tout ce qu'on appelle les réseaux profonds. Donc quand je dis complexe, c'est parce qu'ils n'ont pas que A et B comme paramètres, ils ont des millions, des milliards de paramètres. Et c'est ça en fait quand on dit des modèles à X milliards de paramètres, c'est X milliards de A et B en fait à déterminer. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de données, et c'est pour ça qu'en fait ça demande beaucoup de ressources de calcul, enfin tout ça. Donc ça c'est le deep. Du coup on s'est dit déjà avec des régressions linéaires, on était en train de mourir. Alors comment on fait avec des trucs comme ça? Et il y a des petits trucs sympas. Bon, déjà, il y a, j'ai appelé ça feature visualization, mais ça veut dire visualisation de caractéristiques, c'est un peu vague. Mais ça permet en fait de voir les caractéristiques de l'entrée de la première couche à la dernière. Je vais vous montrer ça. Dès le matin, ça fait waouh. En fait, là, on rentre dans un réseau de neurones pour une image. Et on va voir à chaque couche qu'est-ce qui a pesé dans la décision de l'image. Donc c'est un chien, la classe finale. Et en gros, au début, il s'est concentré sur les contours, ensuite sur les textures, donc couche par couche. Une couche, c'est plein de neurones alignés. Puis ensuite, les patterns, puis les parties. Puis, à la fin, en fait, il s'est dit, mais en fait, il y a un objet, il y a des chiens, peut-être. Enfin, vous voyez, il commence à... Voilà, c'est très psychédélique, mais en gros, il nous a expliqué à chaque partie comment il a fait, qu'est-ce qui lui a permis de déterminer chien. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais on voit un peu le cheminement de notre réseau, donc c'est plutôt pas mal. Un autre exemple que j'ai voulu montrer, c'était Stylex. Donc ça a été mis en place par Google. C'est un outil de visualisation pour la classification d'images. Donc là, c'est un chat encore. Alors en gros, lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière attribut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais nous, humains, on va pouvoir modifier ces attributs. Il sait juste que c'est les top attributs qui ont permis la classification. Et quand on va modifier ces attributs, il va appeler un réseau de générateurs d'images pour nous mettre cette image avec un attribut plus important. Et du coup, en fait, lui, il ne sait pas. Nous, on voit très bien ce qui a changé entre l'image A et B parce qu'on est humain. Et donc, du coup, nous, on fait « Ah, mais ouais, c'est les yeux en fait, qui bougent, c'est la bouche. » Et en fait, c'est là où nous-mêmes, on va trouver l'explication grâce à cet outil. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour des zones. Même si on pouvait utiliser des méthodes plus simples, là, c'est un peu sympa avec de la génération d'images, ça change. Et le dernier que j'ai sélectionné, il y en a plutôt pas mal. Alors, c'était il y a 2 semaines que c'est sorti, donc excusez, j'ai pas trouvé de buzzword ouf. Du coup, j'ai appelé ça mise à l'échelle de la monosémanticité, parce que ça s'appelait Scaling Monosemanticity. Donc c'est l'extraction de caractéristiques interprétables. Je vous ai montré plein de fois des images. Vous allez avoir du texte maintenant. Du coup, en gros, je ne sais pas si vous vous rappeliez quand je vous ai montré avec la maladie, enfin les symptômes et la grippe, il y a eu des mots qui lui ont permis d'appuyer sa décision finale. Là, en fait, on lui a dit Golden Gate Bridge, les features, enfin les caractéristiques de Golden Gate Bridge. Et là, du coup, évidemment, les mots il va construire autour du Golden Gate Bridge ces mots-là, mais surtout, on voit tous les mots à côté, même si c'est une couleur, je ne sais pas, un peu claire. En fait, il va dire San Francisco, c'est quelque chose qu'il associe avec Golden Gate Bridge. Et en fait, dans sa prédiction, il va nous dire, oui, après San Francisco, je vais dire Golden Gate Bridge, en fait, et ça commence à se colorer. Donc en fait, on peut aussi utiliser l'IA explicable pour le texte, même si c'est un peu plus difficile. En japonais, il y a marqué America, je flex un peu parce que je parle un peu japonais aussi, et donc du coup, qui est un petit peu coloré. Du coup, ça,
ça permet, en fait, il a associé ces mots-là à la suite de ce qu'il allait dire. Donc c'est un peu plus difficile à voir textuellement, mais je voulais vous montrer un exemple. Et il a aussi sorti des images pertinentes. Alors vous allez dire, bah, super, il a sorti des images du Golden Gate Bridge, enfin Gate, pardon, on s'en fiche. Il a fait de l'IAGN. Non, il n'a pas fait d'IAGN. Enfin, il a fait de l'IAGN, mais c'est pas ça le plus important, c'est que c'est ce qui est associé autour. Qu'est-ce qu'il a associé comme concept autour du Golden Gate? Et donc, du coup, il a associé tout ça, et ça nous montre qu'en fait, c'était pas juste un Golden Gate tout seul dans une boîte. En fait, il a plein d'autres concepts avec. Du coup, on a vu qu'il y avait plein de méthodes, et je me suis dit, est-ce que c'est possible finalement d'expliquer l'IA? Alors, il faut savoir que je suis normande, malheureusement pour vous, donc je vais faire une réponse en peut-être d'un oui. On va commencer par le peut-être d'un oui, du coup. On progresse. Alors, ça, c'est la publication de papiers en IA explicable depuis 2002, et ça s'arrête à 2021, parce que je n'ai pas trouvé avant, dans différents domaines. En gros, il faut additionner toutes les courbes pour avoir la courbe finale. Du coup, ça, c'est le nombre de publications. Ça n'a pas monté tout seul. Hein. Il s'est passé des petites choses qui ont fait peur aux gens. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'IA explicable, ça existe depuis les années 70. Étonnant. Pourquoi on n'entend parler que maintenant? Parce qu'il y a eu des petites choses mises en place qui ont un peu fait flipper les gens, type la RGPD. Déjà, avant son application, dès qu'elle est entrée en vigueur, les gens ont fait attends, comment ça, on est obligé de mettre de l'IA explicable, j'ai peur, la recherche, elle a fait un pic. Mais dès que son mise en application aussi, quand il y a des choses qui sont commencées à tomber, on n'a pas envie que ça tombe sur nous. Et avec l'AI Act, j'en entends plus parler. Faut savoir que depuis mes études, j'en avais jamais entendu parler. Juste, je savais qu'il y avait un mec qui faisait une thèse dessus, et c'est tout. Donc je me suis dit, ah ouais, on progresse, mais mollo. Hein. Donc du coup, ça, en fait, c'est toutes ces réglementations qui ont permis à la recherche d'être boostée et de se dire, mais en fait, on en a besoin pour faire plaisir aux gens. Si on en a besoin, sinon, on n'est pas dans une conformité, en fait. Donc là, du coup, ça a augmenté le nombre de recherches là-dessus. Donc, il y a eu des algos, il y a eu des papiers, et il y a eu des lois pour se protéger. Donc ça, c'est cool. Et même, du coup, il n'y a pas longtemps, l'adoption de l'AI Act. Et du coup, Tan, elle fait une conf juste après, pardon, à 16h, dans cette salle. Donc, si vous voulez, c'est sur le RGPD et l'AI Act. Donc, allez-y si vous avez d'autres questions là-dessus. Moi, ce que je veux pour ma demande de crédit, c'est ça. C'est genre, bon, en fait, ma demande a toujours été refusée. Bon, je voulais quand même que mon crédit soit accepté aussi, mais ça, c'est pas grave. Mais en fait, mon goal, c'est d'avoir une interface comme ça. En gros, je suis le client 194, donc c'est pas grave. Ils vont me dire, en rouge, qu'est-ce qui a pesé contre la demande d'obtention du prêt, et en vert, qu'est-ce qui a pesé pour. Donc on voit que, bon, c'est des termes de banquier, mais en gros, c'est sûr que si dès que j'ai mon salaire, je dépense 500 € en shopping, ça ne va pas m'aider. Dès le début du mois, que j'ai plein de crédits à la conso, c'est sûr. Donc ça va me dire, tout ça, ça a pesé contre le fait que vous obtenez ce crédit. Donc là, j'ai l'explication. Je n'ai pas l'interprétabilité, mais je m'en fiche, je veux juste savoir pourquoi il a pris cette décision. Et il me dit, comment améliorer cette prédiction? Il me donne des exemples. Ça, c'est trop bien. En plus, c'est conforme aux exigences de transparence de l'AI Act. Mais ça, c'est pas, je reviens pas du futur. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a été présenté dans un tech sprint en 2021. Ce tech sprint, il a été fait par l'ACPR, c'est la Banque de France. Et du coup, les candidats, ils devaient être amenés à proposer des solutions techniques. Et du coup, ils ont proposé ça. Ça, c'est trop bien. Et du coup, ça existe. Il y a vraiment une explication. Ouais, pas trop. Donc j'ai essayé avec un chat GPT, un copilote, et je lui ai dit, est-ce qu'il y a de l'explicabilité? Je lui ai demandé de me décrire cette image. J'ai obtenu ces résultats. En gros, il m'a dit, il a des yeux bleus, non. Ces liens, il m'a redirigé vers un truc chinois, où ils avaient dit qu'il y avait des yeux bleus. Ce qu'il a fait, en fait, il n'a pas lu l'image. Il a fait un reverse search sur l'image. Il a essayé de trouver du texte, parce qu'il m'a dit « Oh non, j'ai pas pu lire le texte présent dans l'image. » Pas de chance, j'en ai pas donné. Et en plus, quand je lui dis « Comment tu sais que c'est un chat ?» Il me dit « En fait, je ne peux pas voir l'image. » Sympa, il fallait peut-être me le dire avant, ça. Bon, ça pose un problème quand même, parce qu'il n'y a pas d'explicabilité. Dans l'interprétabilité, je suis désolée, je vais un peu vite sur la fin.
l'interprétabilité, quand je vous ai montré des modèles complexes, il y a depuis bien longtemps que nous, les data scientists, il y a des trucs qui nous dépassent. Et on utilise des fois des boîtes noires, même dans les modèles, les deep, souvent des boîtes noires. Donc la communauté scientifique, elle poste des modèles, et même leur archi, mais c'était de plus en plus rare. Après, il y a eu l'arrivée de ça. Donc savoir qu'est-ce qui se cache dans un modèle et comment ça marche, non, en fait, parce qu'il n'est même pas disponible, en fait, le modèle, ça n'existe pas. Donc on ne savait même pas. Et puis il y a eu des gens comme eux, en fait, on est sûr qu'ils savent qu'est-ce qui se passe dans leur modèle. On est sûr qu'ils savent comment faire leur modèle, parce qu'eux, ils l'améliorent de façon interne. Ils en parlent à leur conférence qu'ils trouvent des nouvelles méthodes pour améliorer leur modèle. Ils ne disent pas exactement ce que c'est, mais ils publient des papiers. Donc en fait, on est sûr qu'eux, ils ont de l'interprétabilité en interne de leur modèle. Par contre, nous, on n'en aura sûrement jamais, parce que c'est protégé commercialement. Mais il faut savoir qu'en IA, c'est un cheval de bataille d'avoir des modèles open source, de montrer le code, de pouvoir faire from scratch des modèles. C'est quelque chose qui est très important. Ça, c'est ma prédiction humaine sur qu'est-ce qui va se passer. Enfin, mon avis personnel, j'arrête de parler comme une machine. Du coup, pour moi, la complexité de l'IA, elle va augmenter avec le temps. Et les réglementations, au fur et à mesure, vont nous permettre de gommer ce gap entre pas d'explicabilité et un domaine qui est explicite. Et là, on est là. On a eu genre 2 réglementations dans notre vie. Et donc, du coup, pour moi, c'est comme ça que ça va évoluer. Il y aura toujours une part d'inconnu, mais en tout cas, on pourra essayer de fermer ce gap, on espère. Du coup, j'ai fait des récaps. Il me reste combien de temps? OK. J'ai fait un petit guide de bonnes pratiques. Donc, quand vous avez des algos d'IA complexes, type chatbot, et vous voulez savoir si quelque chose est un chat, bon, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas très grave s'il n'y a pas d'interprétabilité et d'explicabilité. C'est optionnel, mais c'est bien si vous pouvez maîtriser des briques, ça va vous différencier de vos concurrents. Et il faudrait peut-être tenir à jour votre utilisateur s'il y a des hallucinations, en fait. Mais c'est pas très grave, en fait. Là, dire c'est un chat ou pas, vous risquez rien. Quand vous risquez quelque chose, c'est que vous ayez des algos simples ou pas, et qu'il y a une décision critique à prendre, c'est-à-dire qu'ils utilisent des données personnelles. Là, en fait, on passe dans l'IA Act, ce qu'on appelle des systèmes d'IA à haut risque. En gros, quand on a des données personnelles, on est obligé, c'est l'IA Act qui le dit, d'avoir de l'interprétabilité. Déjà, il faut mettre à dispo une documentation. J'ai mis les articles, ils vont peut-être changer. Veuillez m'excuser si ça va changer. Et donc, du coup, il faut une documentation technique, une notice. Et l'explicabilité, elle est obligatoire, mais chill, elle existe déjà parce que c'est des algos d'IA simples. Donc normalement, vous avez juste à la mettre en place et faites l'effort, en fait. Et comme ça, vous pourrez vous mettre en conformité. Par contre, ce que vous risquez, si vous utilisez des algos d'IA complexes, ce qu'il faut faire, c'est que il faut de l'interprétabilité pour les AI Act, parce que c'est des décisions critiques. Mais si vous utilisez des choses de plus en plus complexes, et que vous ne pouvez pas les expliquer, faut peut-être se dire qu'il y a un petit souci si vous ne pouvez pas vous mettre en conformité. Du coup, c'est la case prison. Non, en fait, ce que vous risquez, c'est 30 millions d'euros d'amende ou 6% de votre chiffre d'affaires, c'est le max entre les deux, selon la taille de votre entreprise. Donc, il faut un petit peu penser en amont, est-ce qu'on met en place des algos d'IA complexes? C'est un petit peu comme l'exemple de l'interne en médecine, mais lui, il est en train de faire un traitement expérimental dans sa cave pour un cancer et il vous demande de le tester. C'est un peu ça, en fait, l'équivalent. Non, pas très bien. Et du coup, j'ai fait une petite conclusion et je me fais virer de la salle. Du coup, pour moi, le plus important, c'est que l'IA explicable, c'est bien de savoir que ça existe, que ça va arriver avec le temps. Et ma petite ouverture, c'est finalement, est-ce que c'est pas aussi bien de rester dans la boîte noire pour des décisions qui ne sont pas très importantes? En fait, le fait qu'on n'ait pas d'IA explicable, l'interprétabilité, ça s'oppose au fait de faire des modèles complexes. Mais en fait, on a eu des modèles complexes qui sont super utiles, super marrants à utiliser. Et si on avait eu trop de règles, on n'aurait jamais rien fait. Donc c'est bien que pour des décisions un peu nulles, on puisse avoir des modèles pas mal, expérimentés. Et en fait, finalement, on n'a peut-être pas besoin d'interprétabilité partout, mais protégeons-nous pour les décisions importantes. Et pour le reste, éclatons-nous en IA, quoi. Voilà. Merci.